Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition et comme tous les jeudis, on parle d'investissement responsable. Est-ce une question de génération? La dynamique de l'investissement environnemental, social et de gouvernance, ou ESG, est en marche, notamment auprès des jeunes. On savait déjà dans leur travail que la génération Y favorisait les entreprises plus responsables. En termes d'investissement aussi, ils sont nombreux à être très attentifs aux critères ESG. On en parle dans quelques instants. Et puis dans Enjeux Patrimoine, un point sur la situation des crédits immobiliers. Les banques françaises proposent de moins en moins de prêts. Moins de 22 milliards d'euros ont été accordés en juillet, selon les estimations de la Banque de France, soit 5 milliards d'euros de moins qu'en mai. En cause, les nouvelles exigences des autorités financières, des taux d'intérêt en hausse et un taux d'usure considéré comme trop bas par les enseignes bancaires. On en parle en deuxième partie d'émission avec un acteur du système bancaire, justement. Je crois que j'ai tout dit. Smart Patrimoine, c'est parti. Dans Patrimoine thématique, aujourd'hui, focus sur les millennials, les 25-35 ans qui seraient plus enclins à investir de façon responsable. Les marchés remarquent un réel engouement de leur part pour le sujet, surtout pour les fonds ESG. Quelles sont les raisons de cet intérêt et quelles sont leurs exigences? On va poser toutes ces questions à notre invité. François-Xavier Seur nous accompagne, président fondateur du cabinet de gestion de patrimoine Terae Patrimoine. Bonjour. Bonjour Eva Ben Sali. Merci beaucoup de nous accompagner, François-Xavier, dans cette émission. Est-ce que vous avez réussi, vous, à identifier une clientèle type particulièrement en demande justement en matière d'investissement dans les fonds ESG? Et comme vous l'avez dit, c'est extrêmement générationnel et on le voit très clairement au niveau de ma clientèle, les gens qui arrivent convaincus et qui arrivent avec une vraie demande et qui demandent à avoir des investissements qui soient responsables, qui respectent l'environnement. C'est vraiment une clientèle qui aujourd'hui a entre 25 et 45 ans. C'est ça, je disais 25-35, on est sur du 25-45. Un peu plus large parce que généralement les clients qui nous contactent, ce sont des personnes qui sont dans deux cas, soit des cessions de société. Il y a aujourd'hui des personnes qui ont 30 ans, 35 ans qui cèdent leur première société, parfois avec plusieurs millions d'euros à la clé. Et il y a également des héritages. On hérite parfois beaucoup plus tôt que ce que la nature devrait faire. Et ces personnes-là arrivent avec de l'argent, ont de l'argent et sont convaincus qu'il ne faut pas en faire n'importe quoi. Et sont convaincus aussi de l'impact que va avoir leur investissement. Et c'est pour ça que on voit que la génération qui a 25-45 ans a baigné dans cette culture, a été extrêmement éduquée, a été extrêmement sensibilisée dès le plus jeune âge. Et on voit qu'ils arrivent convaincus. Et ils arrivent convaincus et ils ont des idées très précises sur ce sujet. Cette prise de conscience, elle est récente. Vous êtes jeune vous-même, hein. Je ne sais pas si je peux vous poser une question sur le marché il y a 10 ans, mais vous la trouvez récente, cette prise de conscience? Il y a 10 ans, j'étais pas très vieux sur le marché, on va pas se mentir. Mais la prise de conscience, elle est de plus en plus importante, en tout cas. C'est quelque chose, on le voit à la fois au niveau des solutions d'investissement, à la fois au niveau des demandes, et surtout, on voit des gens qui arrivent de plus en plus informés, de plus en plus convaincus et même parfois de plus en plus radicaux, c'est-à-dire dans l'idée de dire moi je veux quelque chose qui respecte l'environnemental mais je suis pro-nucléaire, faites-moi un portefeuille avec ça. J'ai des personnes qui me demandent ça aujourd'hui, ou alors des gens qui me disent non, moi je ne veux pas de nucléaire mais je veux un fonds par exemple qui respecte l'égalité homme-femme. Voilà, et ça ce sont des choses où on peut avoir des thématiques extrêmement poussées, mais pour être très clair, quand on parle de critères ESG, donc c'est l'environnement, c'est le social, c'est la gouvernance, dans l'écrasante majorité des cas, ce que les gens veulent, c'est de l'environnement, c'est l'environnemental et c'est la crise climatique qui est la plus parlante aujourd'hui. J'ai une question également, est-ce qu'on a besoin de les convaincre sur la rentabilité de ces fonds? C'est vrai qu'on parle beaucoup de durabilité, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils vous demandent, c'est ce que vous nous dites. On a besoin de les convaincre sur la rentabilité aussi de ces fonds? Alors, les personnes qui investissent dans l'ISR ou qui s'intéressent à l'ISR d'une façon générale, à l'investissement socialement responsable, à la finance durable, sont généralement prêts à renoncer à une partie de la rentabilité à condition d'avoir un rendement qui n'est pas que financier mais avoir un impact sociétal positif. Et ça, c'est très clair et c'est extrêmement réel. Après une année comme celle qu'on est en train de vivre en 2022, clairement, ce qui fonctionne en 2022, c'est le pétrole. Quand on a une vraie allocation finance durable et socialement responsable, normalement, le filtre pétrolier a exclu l'ensemble de ces sociétés. Donc sur une année comme 2022, on sous-performe un peu. Mais des clients qui sont convaincus
de la nécessité d'exclure les investissements pétroliers sur du long terme. Ils disent OK, en 2022, on sous-performe, mais on surperformera en 2023, en 2024, en 2025, parce qu'aujourd'hui, le pétrole, l'automobile, le charbon, le gaz de schiste, c'est pas l'avenir. Donc se dire aujourd'hui, je fais une allocation responsable et dans 10 ans, on verra. Moi, j'ai envie de parier avec eux, de dire que dans 10 ans, eh bien oui, peut-être que les énergies renouvelables vont enfin battre le pétrole sur une période longue d'investissement. Et j'ai envie de les croire, et j'ai envie d'y croire, et j'ai envie de les accompagner. Comment vous expliquez cette prépondérance, donc c'est ce que vous disiez, du E finalement dans ESG, de cet aspect environnemental, les jeunes donc un peu moins soucieux des aspects sociaux, sociétaux et de gouvernance. Comment vous l'expliquez ? Je l'explique par le fait que c'est le plus mesurable, oui. Et c'est finalement la crise la plus importante que l'on a aujourd'hui. On a une jeune génération qui est hyper informée et consciente de la nécessité de l'égalité homme-femme, des mixités dans les conseils d'administration, d'une gouvernance où les salariés puissent être impliqués dans la gestion des sociétés, y compris les plus importantes. Mais ce qui est aujourd'hui le plus mesurable et le plus facile à expliquer et à comprendre en tant qu'investisseur, c'est l'impact environnemental, c'est les émissions carbone. Et à moins d'avoir un client qui est DRH, honnêtement, j'ai aucun client qui est jamais venu me voir en me disant moi l'essentiel c'est la gouvernance. Vous dites que c'est plus facile, pourtant la question de la transparence, elle est là tout de même. Comment vous assurez, vous garantissez à vos clients, à ces jeunes investisseurs, que les fonds dans lesquels ils vont investir iront bien vers des entreprises qui ont un véritable impact social et environnemental? Comment vous garantissez cette transparence-là? Et donc garantissez ce que vous dites, ils vous le demandent. Moi, je veux être sûr que quand j'investis, derrière, il y aura un impact. Les critères ESG, ce sont des critères extra-financiers. Donc, il faut que lorsqu'un fonds investit ou lorsqu'on a un portefeuille que l'on fait et que l'on va investir dans des sociétés avec une société de gestion, il faut que la société de gestion et le gérant aillent chercher cette donnée. Et aujourd'hui, c'est ça, en fait, c'est le cœur de la machine et c'est parfois le cœur du problème. C'est quelle est la fiabilité des données sur des critères extra-financiers? Quelle est la fiabilité des données sur des critères qui parfois sont déclaratifs de la part des sociétés dans lesquelles on va investir? C'est là où il faut. C'est la question des labels aussi? C'est la question des labels. Et les labels, c'est un premier filtre. Mais aujourd'hui, quand on voit, par exemple, le label ISR, qui est un label qui est un label qui... Et ils le disent au niveau du label ISR. Ils te disent, nous, aujourd'hui, on n'est pas un label environnemental. On est un label best in class, donc dans chaque classe d'actifs, on va aller choisir les sociétés qui vont être le mieux notées sur le plan de l'environnement, du social et de la gouvernance. Donc parmi les pétroliers, on va aller chercher ceux qui sont les moins mauvais. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un label ISR qui peut labelliser des fonds qui vont investir dans Total. Moi aujourd'hui, j'ai un client qui est convaincu d'investir dans un fonds qui est vert ou dans un fonds en tout cas qui va avoir un impact sociétal positif. Si je lui dis qu'il y a du Total, il ne veut pas en entendre parler du pétrolier. Il ne veut pas en entendre parler. Après, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a une partie des fonds qui sont capables d'acheter du Total pour aller voter en Assemblée Générale contre un certain nombre de résolutions. Sauf qu'on l'a vu à la dernière Assemblée Générale de Total, pour être clair, ça fait 90-10. 90 pour dire on s'en fiche totalement de l'environnement et 10% de fonds, on peut citer des sociétés de gestion comme Financière L'Échiquier, comme Mescart Hamilton, comme la Banque Postale Asset Management, qui ont pris position pour des mesures qui étaient plutôt favorables à l'environnement. Mais bon, il y a 90% des autres investisseurs, ils sont allés prendre le dividende, et l'essentiel, c'est le dividende. Et pour ce qui est de la prochaine génération, on verra. Est-ce que l'offre de fonds est suffisamment abondante sur ces questions de fonds ESG? Ça aussi, c'est une question qu'on se pose, comme la tendance et la dynamique est assez récente, finalement. Il y en a assez? Il y en a trop. Il y en a trop? Il y en a trop parce que je trouve que le filtre n'est pas suffisant. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, le label ISR, c'est plus de 1000 fonds labellisés, c'est entre 650 milliards et 700 milliards d'encours. C'est trop, parce qu'en fait, ce sont des fonds qui prennent en compte des critères ESG, mais ce sont des critères qui, pour la majorité des investisseurs convaincus, ne vont pas assez loin. Ce sont des fonds qui ne vont pas assez loin. C'est pour ça qu'il faut trouver des solutions autres. Il faut refiltrer soi-même en tant que conseiller. Il faut aller chercher, faut appliquer ses propres filtres. Il faut aller chercher de l'info. Il faut analyser les sociétés de gestion. Il faut analyser leur politique actionnariale. Et puis parfois, il faut aussi faire pour des clients des portefeuilles qui sont
hyper personnalisé, où on ne va pas passer par des fonds, mais on va aller acheter directement des titres, on va aller acheter directement des actions. Par contre, ça, ce sont des portefeuilles qui sont accessibles plutôt à partir de 250 000, 500 000 euros. Ça commence à être des portefeuilles d'une taille un petit peu importante. C'est comme ça que vous vous différenciez de vos concurrents, hein, si je peux me permettre cette question-là. Voilà, personnaliser le portefeuille de vos clients, ça fait partie aussi des différenciations? Moi, ce qui me fait me lever le matin, c'est d'être convaincu que les investissements que je fais sont des investissements qui sont positifs sur le plan environnemental et sociétal. Sinon, très clairement, je ne fais pas ce métier. Et qui vont répondre aux besoins de vos clients. Et qui vont répondre aux besoins des clients. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, on peut monter des portefeuilles où je vais dire à mes clients, le CAC 40 aujourd'hui, c'est entre 3 et 3,5 sur l'échelle aujourd'hui du réchauffement climatique dans les années à venir. Je peux vous construire un portefeuille aujourd'hui avec une société de gestion adaptée où on va être aligné sur les accords de Paris et où l'objectif, c'est d'être sur un portefeuille qui va être émissions de carbone plus 1,5, donc aligné sur les accords de Paris. C'est faisable, c'est une ingénierie financière, c'est aussi avoir un conseiller qui va se l'appliquer à soi-même, parce que c'est souvent ce que je dis, c'est il faut aussi voir qui est la personne et comment on va se l'appliquer à nous-mêmes en tant que conseiller. Et finalement, ça va se ressentir également vers les investisseurs derrière. Vous parliez de sommes, vous donnez cet exemple, 250 000 euros. De manière générale, le montant moyen sur ce type de fonds, voilà, ces jeunes entre 25 et 40 ans, quel montant mettent-ils sur ce type d'investissement-là? Alors, il faut faire attention. Alors, tout va dépendre de la taille du portefeuille et tout va dépendre de la taille du patrimoine. Il faut faire attention non plus à ne pas mettre l'ensemble de son portefeuille uniquement sur ce type de support, parce que lorsqu'on va sur des investissements qui sont très exposés, par exemple les énergies renouvelables, on s'expose également à un seul secteur. Et le risque, c'est d'avoir un portefeuille qui est trop concentré et qui du coup serait exposé à des variations boursières extrêmement importantes. Alors après, on parle de bourse, mais on peut aussi parler de non-coté, on peut aussi parler d'immobilier. Donc c'est vrai que c'est ce métier de gestion de patrimoine, c'est de pouvoir faire transparaître ses convictions sur l'ensemble des sous-jacents. Mais généralement, les clients, moi je prends des clients qui investissent au minimum chez moi 100 000 euros, parce que sinon j'ai des frais qui sont relativement faibles, donc je suis pas, je peux pas les suivre en dessous, parce que pour être très clair, je ne serai pas rentable en dessous de 100 000 euros investis chez moi pour un portefeuille. Mais ça va être des sommes qui vont être consacrées vraiment à des thématiques très environnementales qui généralement vont être aux alentours de 30%, où vraiment on va être sur du très convaincu et du très poussé au niveau environnemental. Et ensuite, on va quand même faire le reste du portefeuille qui va être imprégné de cette logique ESG, mais où on va pousser le curseur un petit peu moins loin pour être sûr quand même d'avoir une certaine diversification au niveau du portefeuille. C'est ça la stratégie que vous recommandez aujourd'hui? Il faut faire attention à quand même garder une diversification, mais ce qui n'empêche pas d'être très convaincu et d'aller vers quelque chose qui sera socialement intéressant et qui permettra... Et ambitieuse aussi. Mais il faut être ambitieux, sinon on s'ennuie assez rapidement dans ce métier. Et puis c'est quelque chose qui permet aussi au client de comprendre ce dans quoi il investit et de le suivre beaucoup plus. Alors il faut faire acte de pédagogie, il faut informer beaucoup le client, c'est des rendez-vous qui prennent beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps en tant que conseiller également de faire des contenus et d'envoyer de l'information. Mais on voit aussi, et c'est le plaisir en tant que conseiller, de voir des clients qui se forment en fait au fur et à mesure. Et il y a des clients, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans que je les suis. Et en fait, au bout de ces années-là, il y a de temps en temps, ils arrivent avec des questions, des gens qui n'y connaissaient rien il y a 5-6 ans et qui de temps en temps arrivent en rendez-vous avec des questions qui sont extrêmement poussées aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai plaisir en tant que conseiller. Eh ben, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup François-Xavier Sœur d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, d'avoir été avec nous dans Smart Patrimoine. Je le rappelle, vous êtes le président fondateur du cabinet de gestion de patrimoine Terrae Patrimoine. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. C'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quelle situation pour les crédits immobiliers? Vous l'avez sûrement remarqué, si vous souhaitez acheter un logement, la situation justement se complique. En effet, les banques prêtent moins depuis quelques semaines. Les chiffres sont là. En juillet, près de 22 milliards d'euros de prêts immobiliers leur ont été accordés selon la Banque de France, soit 5 milliards d'euros de moins qu'en mai et 1 milliard de moins qu'en juin. On va se mettre du côté des banques aujourd'hui et tenter de comprendre les raisons de cette baisse. Bertrand Cosarolo, directeur commercial et marketing de la Banque de détail en France chez Société Générale, nous accompagne en visioconférence. Bonjour.
Bonjour Eva. Merci beaucoup d'être avec nous à distance, Bertrand Cozzarolo. Merci beaucoup de nous accompagner. On a eu vent des notaires, des chiffres de la Banque de France, je le disais. Est-ce que c'est important pour vous de vous exprimer aujourd'hui, d'expliquer pourquoi, côté institution financière, vous êtes un peu obligé de durcir les conditions d'accès au crédit ? Alors, d'abord, il faut quand même souligner que le crédit immobilier, c'est quand même un peu le cœur du métier de la banque. Hein, donc, c'est vraiment le sujet sur lequel il y a une vraie concurrence entre les banques et sur lequel, de manière générale, il y a toujours beaucoup d'appétit. Donc voilà, c'est quand même un produit que les banques aiment bien vendre et sur lequel elles sont généralement extrêmement intéressées pour prêter. Et d'ailleurs, elles le font. La France a le mérite d'avoir les taux d'intérêt les plus bas d'Europe, à ceux sur très longue durée. Donc voilà, le crédit n'est pas cher en France et généralement il est très accessible. Mais ce qui se passe effectivement depuis quelques semaines, maintenant quelques mois, c'est que je dirais la production de crédit ralentit assez fortement sur le marché français et que probablement nous sommes dans une phase où nous allons au-delà d'un simple ralentissement ou d'une normalisation. C'est vrai que le marché était monté très fort, on avait atteint des niveaux qui étaient extrêmement élevés. Vous avez cité le chiffre à fin juillet, hein, qui est de l'ordre de 22 milliards. 22 milliards, c'est le même chiffre que celui qu'on avait connu en décembre 2021 ou en juillet 2019. Donc, on est actuellement, en juillet, on était sur des niveaux qui étaient finalement dans la moyenne des tendances historiques. Voilà, simplement, ce sont les signes avant-coureurs aujourd'hui, les données plus en instantané, qui nous laissent penser que la production va fortement freiner dans les mois à venir. Vous le savez, un projet immobilier met à peu près 3 mois à se concrétiser. C'est entre le moment où le client pousse la porte de son agence parce qu'il a ou il va signer un compromis de vente et puis le moment où le crédit est décaissé, donc la vente est réalisée, il se passe en moyenne 3 mois. Donc quand on commente les chiffres de la Banque de France de juillet, en fait, ça nous renseigne sur l'état du marché en avril. Voilà. Et finalement, les prêts qui vont commencer à être discutés avec les conseillers bancaires en septembre seront décaissés en décembre. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une vue instantanée de ce qui se passe aujourd'hui et on en verra la traduction dans les chiffres de décembre. Bertrand Cozzarolo, instantanée et que ça ralentit quand même fortement. On va essayer de comprendre les raisons de cette baisse, à temporiser, hein, si je vous entends bien. Un point d'abord sur la hausse des taux d'intérêt. C'est vrai que vous en avez parlé. Donc il y a la guerre en Ukraine, il y a l'inflation évidemment. Expliquez-nous comment les taux d'intérêt, les taux de crédit immobilier ont évolué ces derniers mois. Voilà, est-ce qu'on parle de hausse inédite là aussi ? Alors, la hausse pour les clients, elle est assez modérée en fait. Hein. Ce sont les taux de marché qui ont fortement bondi. Hein. Je vous donne l'État français emprunté à peu près à 0% en décembre de l'année dernière, en décembre 2021. Et aujourd'hui, l'État, par exemple, emprunte autour de 10, de 20. Donc, c'est une augmentation de plus de 2% des taux d'intérêt sur le marché. Si je prends un produit familier des Français qui est le livret A était à 0,5%, il est passé à 2. Si on regarde le coût du crédit immobilier, il était à peu près de 1,1 en moyenne en décembre dernier, et les chiffres pour juillet, c'est 1,45. Donc oui, les taux des crédits immobiliers montent, mais ils montent beaucoup moins que les taux de marché. Si je regarde en Allemagne, sur un an, les taux ont monté de 1,5%, donc ça n'a rien à voir. Aujourd'hui en Allemagne, on emprunte en moyenne à 2,80, là où en juillet, on emprunte en France à 1,45. Donc la montée est réelle, mais elle est extrêmement progressive et elle est très inférieure à la montée du coût de l'argent, du coût réel de l'argent. Donc là, les banques n'ont répercuté qu'une fraction infime, finalement, de l'augmentation du coût de la ressource. Et c'est d'ailleurs bien le problème aujourd'hui. Mais pourtant, cette hausse, elle a tout de même des conséquences directes, notamment sur les demandes de prêts. Des ménages se voient aujourd'hui refuser un crédit qui était peut-être déjà dans les tuyaux il y a quelques semaines. Voilà, ça, c'est des conséquences concrètes. Alors, aujourd'hui, hein, la demande de crédit, probablement qu'elle est un petit peu en baisse, hein, pour plusieurs raisons. Effectivement, la hausse des taux vient réduire la solvabilité de certains ménages dont les ressources est un petit peu au maximum, au taquet d'une certaine manière. On a également l'inflation du prix des logements qui peut venir réduire cette demande, et puis de manière plus générale, l'inflation et les incertitudes. Mais le vrai facteur limitant aujourd'hui, c'est que
un certain nombre de clients viennent en fait buter sur ce qu'on appelle le taux de l'usure. Le taux de l'usure, c'est le taux maximum auquel on peut prêter. Ce taux de l'usure, il est fixé pour les périodes de 20 ans et plus à 2,57, mais c'est un taux tout compris. Et si on enlève les frais d'assurance, frais de dossier, frais de cautionnement, en fait, ça fait que les banques ne peuvent pas prêter au-delà d'un taux qui approche de 2%, un peu moins de 2%. Il est à combien aujourd'hui, Bertrand Cozzarolo? À combien il est aujourd'hui? Pardon? Ce taux d'usure, à combien il s'élève aujourd'hui? Il est à 2, donc il y a des taux d'usure qui sont différenciés par maturité, mais si on prend les maturités de crédit les plus classiques, c'est-à-dire 20 ans et au-delà, il est à 2,57. Mais le taux de l'usure, il faut bien comprendre que c'est la somme de plusieurs composantes. Il y a le taux vraiment du crédit, et après auquel on vient ajouter le coût de l'assurance. On vient ajouter également des frais de dossier que prélèvent les banques. Et puis, on vient ajouter également, vous savez qu'en France, on fait appel à des organismes de cautionnement, donc il y a un coût pour cette caution. Et généralement, lorsqu'on fait la somme de ces différents éléments, ça rajoute 0,6. Donc, si on dit que c'est 2,57 le taux maximum et on enlève 0,6, on est un petit peu en dessous de 2%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le taux d'intérêt auquel les banques peuvent prêter, qui est donc un peu moins de 2%, c'est un taux qui est inférieur au taux du livret A. C'est-à-dire au taux que les banques doivent payer pour des dépôts que les épargnants peuvent retirer à tout moment. Donc on comprend, et c'est un taux qui est également inférieur au taux auquel l'État emprunte sur les marchés. Et on sait que l'État a la meilleure signature. Donc on voit bien qu'il y a un déphasage entre le coût de la ressource pour les banques, le taux auquel elles-mêmes empruntent sur les marchés, et le taux auquel elles peuvent prêter aux clients. Donc ce que vous dites là aujourd'hui, Bertrand Cozzarolo, c'est que vous ne parvenez pas à rentabiliser donc la production de crédit immobilier, c'est ça? Il y a effectivement en tout cas aujourd'hui un sujet de prix d'équilibre, de prix entre le prix de revient de l'argent pour les banques et le prix auquel elles peuvent prêter à leurs clients. Donc il y a une nécessité de revoir ce taux de l'usure. Quelle stratégie vous mettez en place alors chez Société Générale? Qu'est-ce qu'on fait? On se met en retrait le temps de voir les taux redescendre? On ne spécule pas sur l'évolution à venir des taux. Nous, ce que l'on souhaite, et comme l'ensemble de la profession bancaire, c'est que la concertation qui est en cours avec la Banque de France et le ministère des Finances puisse poser un diagnostic partagé sur la situation et permettre de lever rapidement les blocages qui est issu du taux d'usure. Je pense que tout le monde comprend que le marché et le volume de crédit était arrivé probablement à un pic et qu'il y a une phase de normalisation et de retour à la normale qui était nécessaire. Je pense que ce que tout le monde veut éviter, c'est un coup d'arrêt brutal qui serait déstabilisant pour tout le monde. Donc la priorité, c'est de mener à bien la concertation en cours pour potentiellement réajuster le taux de l'usure et ce qu'il ne soit plus un frein à l'octroi de crédit. Je pense que c'est ça la priorité. Et voilà, c'est pour ça que nous participons activement aux échanges en cours. Expliquez-nous ce que ça veut dire pour qu'on comprenne bien. C'est quoi? Il faudrait changer le mode de calcul? C'est ça que vous demandez aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est simplement, c'est comme je vous l'indiquais, c'est que le taux de l'usure, en fait, lorsqu'on défalque les différents frais, aboutit légèrement en dessous de 2% et encore une fois est inférieur ne serait-ce qu'au taux du livret A. Donc on voit bien que ça n'est pas un prix d'équilibre. Le taux de l'usure, je vous ai dit, en Allemagne, les taux moyens, c'est 2,80. Donc on voit bien qu'il y a un problème avec le niveau du taux de l'usure qui n'a pas remonté finalement assez vite et qui aujourd'hui est un facteur bloquant pour l'octroi de crédit en France. Et c'est la raison pour laquelle on doit pouvoir discuter de son évolution. En cas de circonstances exceptionnelles, il y a la possibilité de revoir ou de déroger aux règles classiques de fixation du taux de l'usure. Et tout l'enjeu des discussions, c'est de voir dans quelle mesure il pourrait y avoir une sorte de dérogation exceptionnelle à la façon dont le taux de l'usure est calculé pour permettre au marché de retrouver son équilibre. Une question, Bertrand Cozzarolo, pour les ménages qui nous regardent, ces particuliers qui cherchent à emprunter. Est-ce qu'il existe des solutions aujourd'hui pour eux? C'est-à-dire aujourd'hui même, avant que la situation ne se décante, est-ce qu'on peut renégocier des taux de crédit, des frais de dossier? Voilà, expliquez-nous, il existe des solutions pour ces ménages aujourd'hui? Je pense que le plus important, parce qu'effectivement, un crédit immobilier, en moyenne, les Français font 1 à 2 prêts immobiliers dans leur vie. Donc, c'est
c'est souvent le projet d'une vie, c'est pour mettre un toit au-dessus de sa famille, c'est quelque chose d'extrêmement important qui est au cœur des décisions des ménages. Donc, je dirais moi, le conseil que je donnerais, c'est vraiment en amont du projet, le plus tôt possible, pour les téléspectateurs, pour tous ceux qui ont un projet, de pousser tout simplement l'apport de l'argent, d'aller voir leur banque, la banque qui les connaît, qui les accompagne depuis des années, pour justement faire des simulations et voir ce qui est possible. C'est vraiment le conseil le plus important. C'est vraiment d'être le plus en amont pour notamment éviter de s'engager ou de partir dans des projets qui ne pourraient pas être financés. Je pense que c'est le seul et le vrai conseil que l'on peut donner aujourd'hui à ceux qui nous regardent. Est-ce qu'il y a des choses à éviter aussi dans ce contexte-là si particulier ? Alors, les choses à éviter absolument, c'est de signer un compromis de vente sans clause suspensive d'obtention de prêt. On sait que dans des marchés qui ont pu s'emballer, les vendeurs ont été plutôt en position de force face à une demande où les clients, les acquéreurs sont en concurrence. Et on a pu voir se développer des pratiques où les vendeurs imposaient, ou en tout cas souhaitaient, qu'il n'y ait pas de clause suspensive d'obtention de prêt dans les compromis de vente qui étaient signés. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire parce qu'aujourd'hui, on a ce contexte d'incertitude autour du financement. Il faut donc que les acquéreurs se protègent et à la fois d'abord en amont de leur projet, prennent rendez-vous avec leur conseiller bancaire pour examiner la situation et voir ce qui est possible. Et deuxièmement, évite donc de s'engager sans clause suspensive d'obtention de prêt. On n'en a pas parlé, mais j'imagine que vous regardez également de près la situation du marché immobilier. Voilà, quel impact a cette baisse des crédits aujourd'hui sur ce marché immobilier ? Voilà, comment vous regardez ça, vous aussi ? Alors, encore une fois, la tendance est assez récente, c'est-à-dire le sens des statistiques. C'est pour ça que la Banque de France qui commentait les statistiques à fin juillet, mais fin juillet, ça reflétait les transactions qui s'étaient en fait conclues plutôt en mars-avril. Disait voilà, on est plutôt en normalisation, c'est un atterrissage en douceur finalement. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment l'impact très visible. On était sur des mois d'été, surtout le mois d'août qui est un mois un peu creux en termes de transactions. Donc je pense qu'on n'a pas encore vu tous les impacts potentiels sur notamment les prix. Ce qui est certain, c'est que la dynamique de transaction est en train de se gripper, mais l'impact sur les prix, je pense, sera plus lent, d'autant que dans les situations de retournement, classiquement, on sait que les vendeurs mettent un petit peu de temps à s'adapter et à ajuster leur prix. Donc aujourd'hui, pas d'impact majeur sur les prix, pour autant qu'on puisse l'appréhender. Mais les notaires, par exemple, sont mieux placés, je pense, pour commenter ce point-là. Merci beaucoup Bertrand Cozzarolo d'avoir fait le point aujourd'hui avec nous sur la situation des crédits immobiliers. Je rappelle, vous êtes le directeur commercial et marketing de la Banque de détail en France chez Société Générale. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés en visioconférence. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Très bonne journée à tous sur Bismart et à très vite.